Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Corner, le podcast des fans de sport et des fans de l'industrie du sport. Aujourd'hui, je suis super content parce que je trouve qu'on reçoit une personne qui est probablement à la tête d'un des projets les plus excitants du sport en France en ce moment. Donc, je te laisse tout de suite la parole, Mathias, pour te présenter à nos auditeurs. Bonjour. Donc du coup, moi c'est Mathias Priez, je suis le directeur général délégué du Paris Basketball. Je travaille au club depuis sa création en 2018. Voilà. Et donc du coup, je suis très heureux aussi de participer à ce podcast. Donc merci de l'invitation et puis de partager un peu le projet fou du Paris Basketball qui est pas fini puisque on a un parcours européen en championnat qui nous attend avant un futur aussi brillant. Ouais, il a pris un petit coup d'accélérateur, si on peut dire, sur la dernière semaine. Ouais, exactement. Il a pris un sacré coup d'accélérateur après 5 années de travail avec un projet qui était l'ouverture de l'Arena, et puis une équipe qui montait petit à petit avec une accession en première division, un enregistrement, on va dire, en Coupe d'Europe. C'est sûr que là cette année on cueille un peu le fruit de tout ce travail collectif de tous ceux qui sont passés par le club, coach, joueurs, salariés, et c'est vrai que c'est très jouissif de pouvoir voir le potentiel sous nos yeux, c'est-à-dire une salle qui vibre, pleine à Paris, et puis une équipe qui en plus brille, parce que je pense que quand on développe un club à Paris, il faut viser l'excellence, et que une demi-finale de Coupe d'Europe pour le moment, un top 3 du championnat, c'est ce qu'attend aussi le public parisien, donc c'est vraiment bien. Ouais. Et raconte-nous pour les auditeurs qui connaissent pas nécessairement l'historique du Paris Basket. Le Paris Basket, c'était hier, il y a 2018, en 2018, pardon. Et donc du coup, raconte-nous un petit peu avec cet objectif final de effectivement avoir une grosse équipe à Paris juste avant les Jeux Olympiques. C'est une histoire un peu particulière, le Paris Basketball. Effectivement, c'est une première en Europe. Ça existe aux États-Unis. C'est plus ou moins un déplacement de franchise. Alors, le point de départ, c'est que depuis quelques années, il y avait plus de clubs de basketball à Paris, puisque il y a eu, pour ceux qui sont les plus puristes, le PSG Basket, le Paris Basket Racing, et puis il est devenu Paris Levallois, ce qui était plus vraiment Paris, et puis ensuite Levallois tout court. Bon, donc en 2017, ça faisait déjà 2 ans ou 3 ans qu'il y avait plus de club de basketball à Paris, et puis il n'y a jamais eu un club avec un nom un peu unique, marquant, et puis qui surtout avait une identité connectée en fait à la communauté basketball à Paris, c'est-à-dire ceux qui consomment, s'habillent basket, jouent du basketball et des fois sans être licenciés. Donc c'est vrai qu'il y avait ce projet qu'a porté David Kahn, qui a été donc 2 fois general manager au NBA, aux Indiana Pacers et au Timberwolves Minnesota, qui souhaitait, qui est passionné de basketball, notamment européen, créer ce club à Paris, puisque en l'occurrence il n'existait pas de club au niveau européen comme il y a un grand club dans toutes les capitales, Madrid, il y a Barcelone, Munich, pas des capitales mais des grands noms sur la carte du basketball européen. Donc du coup, il y avait plusieurs possibilités pour créer ce club à Paris. Il existait évidemment des équipes au niveau amateur. Il y avait la possibilité de racheter Levallois. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une équipe, Toulon, Toulon, qui était en situation de dépôt de bilan, qui descendait de première division en deuxième division. Donc il y a eu, avec l'accord des autorités de basketball, puisque c'est un club qui de toute façon allait disparaître au niveau professionnel, un rachat, on va dire, de la société et une cession à titre gracieux des droits sportifs. Donc ce qui était le hier Toulon Var Basket, c'est-à-dire un club qui allait en deuxième division, s'est implanté à Paris. Juridiquement, on est la même société. Donc voilà, on existe depuis nos sociétés.
concrètement, logistiquement, quand on a commencé le club, on n'avait aucun joueur qui restait, à part un jeune joueur qu'on a conservé. Évidemment, changement de staff sportif, pas de partenaires, pas de supporters, on a tout commencé de zéro. Donc c'est vrai que c'est une aventure assez unique. Moi, je l'ai rejoint en octobre. Donc il y avait déjà eu l'été un petit peu fou avec en l'occurrence le recrutement de joueurs en dernière minute, faut trouver des appartements, faut trouver un centre d'entraînement. Moi, je l'ai rejoint quelques jours, en l'occurrence avant le premier match à domicile du club à la Halle Carpentier, je me rappelle. C'est le seul match où c'était une entrée gratuite. En Leaders Cup, voilà, il y avait pas beaucoup de monde, l'ambiance était encore très timide et au bout du compte, le club s'est lancé petit à petit avec cette première saison et on a commencé de zéro, mais on a commencé avec une équipe qui a énormément travaillé sous l'impulsion de David Kahn et d'Eric Schwartz, également le propriétaire, qui ont tout de suite imposé cette vision très américaine de se dire on construit une marque et on construit quelque chose qui n'est pas simplement des résultats sportifs, mais aussi une certaine culture du divertissement, de l'entertainment qui n'existait pas à ce moment-là à Paris sous cette forme, c'est-à-dire une salle fermée, un vrai spectacle sur le terrain et en dehors, une empreinte territoriale. Et puis on a aussi beaucoup réussi à avancer parce que tout simplement il y avait un potentiel de malade, que il manquait ce club à Paris. Même quand il y avait un club professionnel, il n'était pas forcément assez connecté avec sa communauté comme ça peut se faire en NBA. Et donc derrière, ça marche parce qu'on voit bien que ce club il répond à une attente. Et de même qu'il y a un club de football qui réussit très bien, le basketball c'est quand même un sport mondial et sur une ville comme Paris, c'était assez indispensable et on le voit aussi parce qu'au niveau européen, on est attendu par d'autres clubs européens. Hein. Ils sont très contents du développement de Paris Basketball en l'occurrence et du fait que demain ils vont pouvoir se confronter à une nouvelle capitale européenne de renom. Ouais, et c'est marrant parce que là maintenant vous avez la nouvelle arena et on reviendra dessus, mais effectivement sur la Halle Carpentier, je voyais déjà le côté, l'impact sur le côté entertainment que vous vouliez avoir. Pour la petite histoire, moi j'avais pris les places de Jack Nicholson et aussi bien dans le naming que dans l'expérience et tout, et j'en ai parlé à tout le monde autour de moi parce que c'était génial comment tu pouvais faire un truc vachement unique pour des supporters avec rien, parce que finalement, on va pas se mentir, hein, la Carpentier en termes d'environnement, en termes de stade, etc. C'est vraiment, enfin, c'est un gymnase, quoi. C'est un gymnase multisport pour à la française, quoi. Et c'était sympa de voir ça. Donc, je suis curieux de voir ce que ça donne dans la nouvelle enceinte. Mais on reviendra dessus. Et toi, finalement, t'as gravi les échelons en même temps que le Paris Basket, en fait. Donc ça s'est fait de manière assez rapide, effectivement. Puisque en l'occurrence on était une jeune équipe, on était tous au moment du recrutement, on va dire à notre première expérience à ce poste-là. Alors à titre personnel, je leur parlais de mon parcours, j'avais déjà quelques expériences, mais c'est vrai que j'ai été recruté par Romuald Koustre qui était le directeur général opérationnel cette année-là. On a été quelques-uns à rejoindre le club sur cette première année. Certains sont toujours au club, d'autres sont pas très loin, responsables événementiels de la Ligue de basket, ou enfin voilà. Donc on est resté dans l'écosystème. C'est vrai qu'il y a eu cette volonté de David Kahn de s'appuyer sur des gens qui étaient passionnés, déterminés, à travailler dur, vraiment par leur travail. Ça, je pense que c'est important, mais en même temps cette notion de faire confiance. Donc moi, j'ai bénéficié de ça. Et puis quand effectivement Romuald Koustre est retourné à Gravelines-Dunkerque, mon titre a évolué petit à petit, mais le rôle était à peu près le même, c'est-à-dire un rôle à la fois de gestion directe de tous les dossiers un peu administratifs, juridiques, mais également de supervision de lien entre le staff et les attentes des actionnaires. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je suis sur ma 6e saison au club à ce poste-là, directeur général délégué, mais avec surtout une culture qui a pas beaucoup changé. C'est-à-dire beaucoup d'autonomie pour les personnes, une vraie confiance à accorder sur les projets et c'est vrai que cette capacité que tous les salariés ont de pouvoir, en faisant les choses bien, monter des projets, développer des idées. Voilà, on est là pour faire confiance aux gens et aujourd'hui, j'essaye aussi de donner un espace que j'ai pu avoir il y a quelques années au club pour que des gens qui nous rejoignent puissent aider à faire grandir le club. Je cite les salariés, mais il y a aussi tout l'écosystème à côté, puisqu'on a aussi fait le choix d'être assez ambitieux sur le staffing. Ça, c'est avec David, et c'est aussi
comme ça que ça se passe aux États-Unis, avec en l'occurrence des vidéastes, de communautés personnes community managers, l'agence Yard qui nous accompagne depuis le début, des agences en termes de vente de billets, d'hospitalité, je pense à l'agence Seven historique. Donc il y a tout de suite eu aussi un écosystème qui s'est créé avec des agences qui avaient déjà prouvé mais étaient quelque part pour la première fois impliquées sur un club sportif professionnel de haut niveau et ensemble on a appris puis on a aussi développer ce club pas à pas. Ouais. Et c'est intéressant d'entendre que ceux qui vous ont accompagné au début vous accompagnent encore parce que pour le côté créer une dynamique et faire grossir les gens qui ont cru dans le projet à l'époque où c'était pas encore grand chose, c'est quand même assez sympa d'entendre ça. Et donc le Paris Basket, c'est combien de personnes maintenant sur la partie administrative en plus de la partie sportive? Alors, sur la partie administrative, on est un petit peu plus d'une trentaine de personnes. Aujourd'hui, quand on compte les personnes en alternance, les personnes en stage et les personnes salariées. Mais bon, d'une manière générale, les personnes appliquées au quotidien. Ça a mis du temps à grandir. Hein, on a longtemps été assez peu, en l'occurrence. Mais c'est quelque part aussi indispensable quand on voit les ambitions. Je peux dire que même si ça se peut paraître beaucoup, on travaille tous très dur, beaucoup avec un amplitude horaire très fort et en l'occurrence avec une passion qui dépasse le cadre du salariat classique. Mais c'est vrai qu'on s'est staffé parce qu'on a des ambitions d'organiser des matchs avec à chaque match une vraie poigne sur la partie animation. Je pense qu'il y a aucun match où il n'y a pas d'animation, où il n'y a pas de choses un peu nouvelles. Chaque match est différent, mais ça c'est aussi beaucoup de travail. Et puis aussi c'est se développer dans un territoire qui peut paraître plus facile parce qu'il y a 8 millions d'habitants dans l'aire urbaine, mais où il y a énormément de concurrence. Donc il faut s'imposer. On est en demi-finale de Coupe d'Europe et il faut le faire savoir parce que il y a forcément d'autres parcours européens. Et puis la volonté de construire un club à 360 degrés, donc au niveau du merchandising, au niveau des nouvelles technologies, dépassant un peu l'expérience client de la billetterie, c'est un peu un ensemble. Donc aujourd'hui, on est effectivement une trentaine dans les bureaux dans le 18e arrondissement, répartis autour de pôles commerciaux classiques, un peu plus stratégie justement prospectif et puis fonctionnement quotidien du club, pour rapprocher aussi d'un modèle sans présager du futur, qui est un modèle de club Euroleague sur le fonctionnement avec les joueurs, parce que c'est aussi ce qu'attendent les joueurs que l'on commence à accueillir. Ouais, et c'est marrant parce que j'avais pas réfléchi avant, mais là, techniquement, mon patine, j'étais en dernière année de stage dans les études, j'étais au Paris FC. Il y avait toujours le sujet de ce deuxième gros club à Paris dans le domaine du football, etc., avec la complexité qui fait que à l'époque c'était Créteil Red Star Paris FC, maintenant c'est Red Star Paris FC Versailles. On voit, c'est dur, c'est compliqué. Et en fait, vous là techniquement, vous allez être le quatrième club parce qu'on voit le PSG. En foot, il y a personne. Et après, il y a le Stade français, le Racing. Et encore, le Racing, il y a le débat, est-ce que c'est le 92 ou pas, mais on va dire l'agglomération parisienne. Finalement, vous allez être vous avez l'ambition d'être un des gros pôles sportifs, avec en plus la place de faire peut-être mieux assez rapidement. Oui, alors je vais être très clair et je pense qu'il faut être ambitieux. On envisage dès aujourd'hui d'être le deuxième club parisien. Alors après, je vais pas de comparaison de budget et moi j'ai beaucoup de respect pour ce que font les autres clubs. Nous, c'est en tout cas notre ambition, c'est comme ça qu'on se construit. Mais effectivement, de toute façon, le modèle pas unique, mais en tout cas de nos actionnaires, c'est aussi des villes aux États-Unis où vous avez sur une même ville un club de basketball, un club de football américain, un club de hockey sur glace, un club de baseball et désormais un club de soccer. Chaque club réussit à son propre public, donc il n'y a pas de concurrence spécifique entre les clubs. Je pense que la concurrence est plutôt sur les bars, les restaurants, les cinémas dans l'aire urbaine de l'Arena. Typiquement, quand on était à la Halle Carpentier, je pense que les gens n'avaient pas le choix entre la Halle Carpentier ou le Stade Français. Ils faisaient le choix quand ils étaient plutôt dans le 13e entre je vais au ciné, je vais prendre un verre ou je vais voir un match de basket et je vais prendre un verre. Voilà. Mais on envisage d'être nous on veut être le deuxième club parce que au-delà du budget, au-delà de la renommée, il y a aussi une expérience que le basketball offre et qui est spécifique et qui justement se construit comme
d'une manière générale une comparaison avec le Paris Saint-Germain, on sera jamais, et on n'envisage même pas, d'atteindre le budget, les revenus, l'aura. Le Paris Saint-Germain, c'est le produit un peu spécifique, premium. Ils ont construit une marque incroyable depuis. Voilà, ils ont révolutionné le marché. Mais au Paris Basketball, on a vraiment une offre dont on est très fier, très urbaine, très hype. Vraiment le lieu où il faut aujourd'hui découvrir et être, c'est l'Adidas Arena, avec un club qui a des codes urbains qui collent parfaitement justement à ce public-là, à ce sport, et une dimension culturelle et territoriale très forte. Et je pense que cette empreinte-là, le Paris Basketball peut apporter quelque chose à la ville de Paris, et apporte déjà, qui n'existait pas et qu'aucun autre vecteur ne peut, parce que le basketball est très très puissant pour ça. Ouais. J'allais dire, je veux pas qu'on me vérifie sur l'exactitude de mes propos, mais je suis pas loin d'être sûr que c'est le cas. Mais déjà, on a le K54 qui est un événement énorme. On est le deuxième marché de la NBA en population qui font du basket. C'est énorme avec beaucoup de joueurs parisiens. Donc, au-delà du côté cette concurrence, cette place, au-delà de l'ambition qui est naturelle à chaque projet sportif, il y a une réalité de marché apparent qui ferait que le Paris Basket pourrait avoir cette place-là si ça continue à bien bosser. Ouais, exactement. Aujourd'hui, nous, quand on s'est installé, quand on a créé le club, on l'a créé dans un contexte un peu plus global. Il y avait un plan de rénovation des playgrounds, il y avait les Jeux Olympiques qui arrivent, et donc derrière un développement de la pratique sportive. Et la plus grosse pratique sportive aujourd'hui, hors licence, c'est le basketball. Au quotidien dans les playgrounds. Il y a la NBA qui vient faire des matchs tous les ans. J'ai même lu que ce serait 2 par an à partir en tout cas la saison prochaine hier dans la presse. Donc il y avait un contexte effectivement très fort. Par contre, ce qui existait aussi, et ça a été une difficulté à lever, c'est que vous aviez une séparation entre la culture basketball et la consommation basketball et ce qu'on appelle le basket français. Et même des fois un certain regard de défiance vis-à-vis du basket français par rapport à ce que peut être la NBA, qui est très très fort pour véhiculer des highlights. On a l'impression que tous les matchs sont spectaculaires, une image de marque et puis un savoir-faire sur l'animation. Donc c'est aussi ça qu'on a essayé de lever, et là-dessus il y avait aussi des freins. Mais comme on commençait de zéro, et qu'on avait des idées, en tout cas David Kahn et Eric Schwartz avaient des idées très très claires sur ce qu'il fallait faire en France et qui réussissait aux États-Unis. Faut pas tout adapter, mais il y a des choses dont il faut s'inspirer. C'est vrai qu'on est tout de suite parti dans cette dimension, et donc on n'avait pas de différence entre l'identité qu'on voulait donner en tant que club et ce qu'on proposait comme spectacle, y compris à la Halle Carpentier. Et aujourd'hui, ça se reflète dans le public. Hier, on était en quart de finale, c'était extrêmement mixte, extrêmement jeune. Et je sais qu'il y a des gens de l'industrie du sport qui l'ont remarqué. C'était très très jeune dans le public sur des achats de billets. Et puis il y a aussi des partenaires qui nous ont rejoints et qui collent à cette identité. Et ça, c'est vrai, c'est une chance parce que derrière ils activent et ils amplifient ce message-là. Je parle d'Adidas, je parle de Snipes, je parle de Marriott. Voilà, c'est des marques urbaines avec l'égide de la ville de Paris derrière. Ouais. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le push se fait au même moment où d'autres personnes ont vu des opportunités. On pense au projet de Lasvel, on pense au projet de Monaco, on pense à Squeak derrière, etc. Après une période qui a été un peu plus difficile. Donc, j'ai envie de dire, là, il y a une espèce d'effort, une opportunité qui semble avoir été vue par plusieurs personnes en même temps. On travaille dessus depuis plus longtemps. Mais il semblerait que la période difficile, parce qu'il faut le dire quand même, la LNB, là, le cycle précédent, quand il n'y a pas eu de détenteurs de droit après l'épisode RMC, il semble qu'il y a un regain et qui est traduit par non seulement le Paris Basket, mais au-delà de ça, par les performances en Euroleague de Monaco. L'Asvel, c'est un petit peu plus dur cette année, mais il semble y avoir un effort commun qui fait que tout le monde peut potentiellement grossir ensemble. Et est-ce qu'il y a cette notion de vous travailler ensemble, les clubs de basket? Parce que comme tu dis, en fait, vous n'êtes pas vraiment en concurrence. C'est plus si vous êtes bon individuellement dans vos territoires et sur vos sujets, vous allez pouvoir grossir tous ensemble. C'est clair que nous, on a besoin d'avoir des locomotives. Si on se définit nous-mêmes comme locomotive, cette saison, je pense qu'on peut le faire raisonnablement. Mais on a besoin d'autres clubs, ça c'est certain. On a besoin de LDLC Asvel, et on l'a vu quand on remplissait l'Accor Arena, c'était beaucoup parce que c'était Paris Basketball et la ville de Paris, mais il y avait aussi des gens qui venaient parce qu'ils avaient envie de voir cette marque, ce club historique, mais qui a été bien rebrandé par Tony Parker et qui avait les meilleurs joueurs du championnat. On a besoin de Monaco et d'un diffuseur qui s'investit, et nous on est très reconnaissants de Squeak.
voilà, on a besoin de notre club. On est dans une sorte à la fois de concurrence sportive, ça c'est évident, et notamment parce que à la fin de la saison, il y a des clubs qui vont descendre. Mais on est aussi dans une forme de coopération économique. Ça, c'est quelque chose qui existe totalement en NBA, puisque en NBA, vous n'avez pas de descente d'abord, donc ça change complètement les relations entre les clubs, les franchises, et en plus, vous avez même une mutualisation des revenus. Alors, en France, c'est pas la culture, en Europe, c'est pas la culture. À la fin, il y a quand même des clubs qui descendent. Donc, même si ça ne concerne pas forcément, on l'espère, Paris, Monaco, Asvel, il y a cet enjeu sportif, mais derrière, il y a besoin de grandir ensemble, surtout dans le basket français. Et donc, je sais que ce que fait Paris a parfois été critiqué parce que c'était Paris, parce qu'on est arrivé un peu par réfraction sur ce On est français aussi. On est français, on n'aime pas trop les gens qui s'assument dans leur ambition. Exactement. Mais derrière les tweets, derrière les commentaires désagréables, j'avais toujours, dès le début, des gens qui nous disaient, bon, on est quand même impressionné par ce que vous pouvez faire et vous apportez quelque chose de différent, comme d'autres clubs historiques, comme Limoges, comme Pau Orthez, apportent quelque chose, ils apportent une dimension historique. Ce que nous, on fait ne marcherait pas forcément là-bas. Donc, je dirais, il n'y a pas un modèle unique. Et moi, je trouve qu'il y a des clubs qui travaillent très, très bien sur leur propre modèle. Je suis impressionné par ce qu'a pu faire Bourg-en-Bresse sur leur marché, qui est quand même pas si grand. Mais derrière, ce que Paris a apporté, bah forcément, ça aide aussi ces clubs-là. Je pense que tout le monde en est conscience parce que on a pas mal travaillé sur des nouvelles directions et parce que ce qui se fait à Paris a toujours plus d'écho que ce qui se fait ailleurs naturellement. Et ça, c'est pas grâce à nous, c'est juste parce que c'est la renommée de la ville de Paris et que c'est bien de développer un club d'élite à Lyon, Villeurbanne. Mais un autre club d'élite à Paris, ça apportera quelque chose aussi de nouveau. Donc voilà, c'est dans l'intérêt de tous. Et moi, je suis très content de voir des nouveaux projets qui continuent, des nouvelles salles. Dimanche, j'irai à Orléans à titre personnel découvrir la nouvelle salle et j'aimerais bien qu'ils puissent de mettre un club d'élite parce qu'on a besoin aussi de cette salle et de ce club dans l'élite vu la nouvelle infrastructure. Ouais. Ouais, et je pense aussi, bon, il y a celle qui a fait un peu de bruit du coup avec Matt Pokora qui s'implique à Strasbourg, qui est historiquement un club qui a eu des bons résultats récemment. Donc ouais, c'est intéressant. Et c'est marrant parce que maintenant du coup, et ce podcast aurait été vachement différent l'an dernier si je t'avais interviewé à ce moment-là, parce que maintenant on peut dire que vous faites partie de l'élite. Aussi bien sur vos victoires récentes sur la Leaders Cup que sur votre qualification hier soir en demi-finale de l'Eurocup. Par votre parcours, jusqu'à l'an dernier, vous jouiez le maintien. Maintenant, vous êtes clairement dans le haut de tableau pour la victoire même finale à la fin de saison. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce passage? Parce que de l'extérieur, on dirait que c'est allé à 2000 à l'heure, mais je sais que 5 ans, finalement, c'est beaucoup, beaucoup de temps quand tu travailles de l'intérieur et avec l'amplitude horaire dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour grossir aussi vite et complètement changer? Parce que l'étape de Paris Basket cette année, elle est encore vachement différente probablement du Paris Basket dans 2 ans. Ouais. Alors, juste un petit point, nous on est assez précautionneux sur la marque, on dit toujours Paris Basketball pour la dimension un peu sport global. Non, mais c'est vrai que ça a été très intense, très rapide. On a vécu un peu des expériences inédites et en même temps, bon, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, mais c'est passé vite parce que on s'est pas ennuyé, parce que chaque saison a été différente, chaque saison a été une étape supplémentaire. On a vécu en 5 ans ce que des fois on ne vit pas en 25 ans dans un club, donc c'est vrai que c'est une chance unique. La première saison, il fallait se sauver. C'était une saison folle. On ouvrait le club pour la première fois. On commençait à développer. On était en plein milieu de la différence entre ce qu'on souhaitait faire, ce que les actionnaires souhaitaient faire, et puis la réalité aussi de l'opérationnel français sur certains aspects. La deuxième saison, on a une belle équipe et puis il y a le Covid. Donc on a quand même vécu cet épisode historique pour chacun en tant que club. Donc la saison s'arrête. La saison d'après, c'est du huis clos et finalement on monte en première division sur les quelques matchs à la fin puisqu'on a fait quasiment 6 mois de compétition en 2 mois et demi. Et la quatrième saison, c'est déjà la première dans l'élite, ce qui est un apprentissage incroyable, le regard des partenaires qui change aussi.
Puis la 5e, on fait de la Coupe d'Europe et on est dans la 6e et on ouvre la nouvelle arena en plus de la Coupe d'Europe. Donc je veux dire, voilà, quand on résume tout ça, ça va très vite, ça pousse très fort. En même temps, il a fallu à chaque fois développer la notoriété du club. Même si le basketball à Paris c'est très populaire, il fallait faire connaître ce club et donc 6 ans c'était peu, on va dire, pour à la fois gérer le projet de la nouvelle arena sur quelles sont les attentes du club résident et qu'est-ce qui peut être fait par rapport aux constructeurs, développer la notoriété du club et puis construire aussi une institution sportive parce que c'est le but. Et je pense que chaque étape, chaque saison a été décisive pour aboutir aujourd'hui aux résultats sportifs que l'on connaît, avec un fonctionnement, avec un cadre de travail pour une start-up quelque part qui permet au club de rivaliser avec les meilleurs clubs français sur cette saison. C'est parce que le sportif est prédominant, mais c'est parce qu'aussi dans les bureaux et sur d'une manière générale la conception du club ça tient la corde. Ouais. Et là, on a parlé un peu là récemment. Vous avez vécu des moments assez exceptionnels avec votre premier titre, avec cette qualification en demi-finale. Est-ce que c'est les meilleurs souvenirs que tu as toi à date dans la création du Paris Basket, ou est-ce que basketball, pardon, excuse-moi, tu peux pas me reprendre une minute et me retromper du Paris Basketball, ou est-ce que tu as des fois bien isolés qui sont assez mémorables et qui ont été pivots un peu dans votre développement, et à l'inverse, raconte-nous un peu les moments difficiles, parce qu'il y a cette notion de start-up naturellement, et je sais que comme moi, quand je parle du fait que je suis dans l'environnement des startups, tout le monde est super excité, waouh, c'est génial. Ouais, non, mais c'est surtout dur la plupart du temps. Et je serais curieux d'avoir un peu tes retours de qu'est-ce qui a été vachement dur, vous, dans votre process de croissance express. Ouais, ce qui a été d'abord sur les meilleurs souvenirs, c'est vrai que c'est tout le parcours. À titre personnel, je suis très très fier d'avoir pu avoir cette chance, puisque du coup voilà, moi j'étais avant ça alternant à la Ligue nationale de basket, je me réorientais dans le sport, donc c'est vrai que ça s'est arrivé aussi très vite. Content aussi de l'équipe qu'on a menée dans les bureaux, avec une ambiance saine de travail, avec vraiment des gens bien qui sont investis et qui ont tous grandi et appris. Certains sont toujours au club, d'autres sont partis, mais à chaque fois en grandissant. Si je devais isoler 2 moments, le premier, c'est le projet de délocalisation au Stade Roland-Garros, parce que impulsé par David Kahn, qui avait eu les relations avec la fédération de tennis pour monter ce projet. À ce moment-là, quand on lance l'idée, on est en décembre 2022, décembre 2021, pardon. On envisage pour la saison 21-22, ça arrive pas la saison d'après. C'est une première dans ce stade-là, puisqu'il y a eu des matchs dans les années 40, mais il y en a plus eu. Et il y a des obstacles techniques assez importants. Faire entrer les buts de basket, la question du parquet, la question des dimensions. Et donc, ça a été littéralement ce projet-là, 6 mois de travail. 6 mois de travail, à la fois sur les dimensions techniques, mais également sur le calendrier, sur quand est-ce que ce serait possible, s'il y a des enjeux. C'est un stade couvert, mais pas hermétique, et il y a des enjeux de température au basketball. Et puis aussi et ça c'est très important, la dimension économique. On ne fait pas un événement pour se faire plaisir et à la fin être déficitaire de 150 000 euros, mais on l'a fait. Ça, quelque part, c'est pas facile, mais bon, c'est une certaine forme de facilité sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu parce que je t'avoue que j'allais te le demander, tu vois, ce côté profitabilité, temps d'investissement, etc. Donc, vachement curieux de comprendre et pour notre audience, pour que notre audience comprenne un peu quelles sont, la portée économique, est-ce que c'est profitable et quel est l'impact à moyen terme derrière un événement unique. Alors, de toute façon, aux États-Unis, les franchises NBA ou d'autres sports sont profitables. C'est un modèle économique. Donc ça, c'est le but de nos actionnaires. Hein. C'est pas d'être des mécènes, c'est de créer quelque chose qui marche et qui marche parce qu'il y a le potentiel. Et donc, c'est aussi important pour nous de montrer que le basketball professionnel au plus haut niveau, c'est aussi quelque chose qui répond à une attente de consommateurs, de clients. C'est pas des gros mots pour moi, de fans, mais qui viennent, mais qui investissent aussi dans le club. Donc ça a toujours été l'objectif. Alors après, on peut pas équilibrer le budget d'une équipe comme le Paris Basketball quand on joue les 3/4 de ses matchs à la Halle Carpentier. Donc évidemment que le club est structurellement déficitaire. Le but, c'est dès l'année prochaine de pouvoir vraiment se rapprocher et atteindre l'équilibre. Cette année, voilà, l'Arena est arrivée plus tard.
sur un événement comme Roland-Garros, sur un événement unique, le stade Roland-Garros, on voulait effectivement, c'était important, être profitable sur cet événement. Au moins à l'équilibre, en tout cas le but. Sinon, quelque part, ça veut dire que on se fait plaisir, mais que il y a pas un plan à moyen et long terme. Voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé sur la délocalisation, c'est qu'il y a eu 6 mois de travail sur la partie technique, mais aussi la partie partenariale. Et on a rentré des nouveaux partenaires, des fournisseurs sur les buts de basket, sur le matériel de scoring, sur un certain nombre de sujets de parquet. Ça a été beaucoup de négociations, ça a été des comparaisons entre fournisseurs, des mises en relation, et à la fin, on a pu avoir des prestations sous forme d'échange, parce que c'est aussi l'avantage du Paris Basketball, c'est d'offrir de la visibilité. Donc, on aurait pu faire ça en un mois, ça a pris 6 mois, mais à la fin, moi, j'étais très fier du travail de toutes les équipes du club, qui ont abouti à un événement profitable, puisqu'on a fait des bénéfices, petits bénéfices, mais je veux dire, on a été dans le vert sur cet événement unique, avec quand même beaucoup de risques, et une première, on a essuyé les plâtres. Donc bref, ça c'est mon meilleur souvenir si je devais prendre un exemple de A à Z de projet où vraiment je pense que c'est l'ADN Paris Basketball qui s'est développé. En plus, c'est un super match. Alors, on perd contre Monaco, mais on est quasi sur le point de recoller à la fin. Il y a une super ambiance, et sans le sportif, on peut pas non plus réussir. Après, évidemment, je citerai à titre personnel aussi l'ouverture de l'Arena. Ça a été beaucoup de travail, mais sur un temps plus réduit, parce qu'en fait, on a pris les clés de l'Arena sur un temps plus réduit, mais ça a été un peu le symbole de toutes ces années, et avec un feu d'artifice, avec un clip qui résumait les 5 années, c'était difficile d'être indifférent par rapport à ce clip-là. Il y avait beaucoup de souvenirs qui se mêlaient, donc ça a été une soirée spéciale, une belle soirée comme il y en a quelques fois dans le monde du sport quand on travaille très dur, et qu'il faut vraiment savoir savourer et à sa juste valeur. Voilà. Ouais, ça c'est un bon point. Les échecs sont durs en sport, mais prendre le temps de savourer les bons moments, c'est clair que c'est un élément important. Et tu m'as dit il y en avait 2, donc ça en fait un. Non, Donc, il y en avait 2. Il y avait l'ouverture du coup de l'Arena et Roland-Garros. ok, l'ouverture de l'Arena, ok. L'ouverture de l'Arena, c'est plus le symbole de ce que ça représentait. Ouais. Et les moments durs, ceux qu'on n'a pas vus ou juste ça a été dur. Ouais. Bah, ce qui a été dur, j'ai pas un moment précis, mais on va dire que sur un projet comme ça, sur un poste comme celui que j'occupe, bah c'est vrai qu'il y a une responsabilité, une pression un peu permanente, qui est pas une pression mauvaise, malsaine. Simplement, on porte beaucoup de choses sur ses épaules. Et on a une responsabilité, parce qu'il y a des joueurs, il y a un staff sportif, il y a des actionnaires, et donc c'est vrai que je suis à un poste où je peux pas oublier d'envoyer le contrat d'un joueur qui pourra pas jouer le match d'après, ou des choses basiques. Mais c'est en fait, c'est pas des mauvais souvenirs uniques. C'est plutôt que parfois on a du mal à trouver le sommeil, parfois on a du mal à couper parce qu'on est toujours un peu inquiet. Moi, je suis d'un naturel, je le renvoie pas forcément, mais toujours inquiet. Donc, je pourrais citer qu'à un moment donné, on faisait un match à l'Accor Arena et j'avais pas de fournisseur scoring, personne n'était disponible, et ça m'a littéralement angoissé. Bon, en fait, j'en ai trouvé un et personne n'a rien vu, mais ça a été quelques nuits d'angoisse. Après, ce qui est parfois aussi dur, et je vais inclure du coup le quotidien de David Kahn, c'est la complexité parfois, on va se le dire, bureaucratique sur certains aspects, et pas facile à entendre de la part de quelqu'un qui vient, qui investit son propre argent, beaucoup d'argent, qui investit son temps, parce qu'il est investi tous les jours sur Paris. Et c'est vrai que des fois on a des obstacles administratifs sur lesquels pas grand monde peut faire des choses, mais c'est un petit peu compliqué à entendre. Voilà, alors c'est une autorisation pour jouer dans une salle, c'est une autorisation pour ouvrir une buvette, c'est des fois des choses basiques, mais c'est vrai que des fois on se bat beaucoup pour des choses qui sont pas forcément très importantes, et qui semblent un peu surnaturelles par rapport au projet global. Mais c'est comme ça, c'est le fonctionnement juridique, administratif, et donc faut aussi s'améliorer et l'apprendre imprégné. Mais
Je me rappelle d'une période où notre entraîneur n'a pas pu coacher pendant 4 matchs parce que il devait passer devant une commission qui était prévue pour faire reconnaître ses diplômes, qui était prévue à une date précise et qui ne pouvait pas être avancée. Et une date dans un mois et demi, sauf qu'il y avait 4 journées de championnat avant. Bon, c'est des choses comme ça qui peuvent parfois être décourageantes. Voilà, mais ça l'est pas parce que le projet est incroyable et que derrière il y a aussi beaucoup de plaisir renvoyé par les fans, par les supporters, par tout l'écosystème, quoi. Ouais, mais c'est quand même important de le savoir et je suis toujours curieux de les avoir parce que, pareil, encore une fois, étant dans le milieu entrepreneurial, ces problématiques administratives et de temps passé, pas à la création de valeur, mais à l'entretien du système, d'une certaine manière, c'est compliqué et ça prend des axes complètement différents, que tu sois une agence ou des startups comme nous de notre côté, ou une organisation comme la tienne au niveau club. Mon regard a complètement changé à titre personnel sur l'entrepreneuriat. Alors non pas qu'avant je m'en fichais, mais j'étais beaucoup moins sensible à cette difficulté-là. Aujourd'hui, je l'étais indirectement parce que moi j'étais l'opérateur, c'est pas moi qui investissais, donc je veux dire il y avait beaucoup de pression que je n'avais pas au bout du compte. Mais j'ai vu au quotidien, et c'est vrai que c'est très très lourd de créer une entreprise. Puisque dans un club de basket, c'est une entreprise comme une autre. Nous, on a racheté hier Toulon, donc on a aussi récupéré un certain nombre de difficultés juridiques. Je pense qu'elle a été bien sensibilisée entre contrôle fiscal, URSSAF, etc. Donc c'est aussi tout ça à découvrir. Et c'est vrai que faut beaucoup de courage pour se lancer à long terme, pour se lancer avec ses risques financiers et son temps. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille très fort dans ce projet. C'est que derrière, il y a quand même les actionnaires qui se sont lancés dans quelque chose de fou et qui rendent beaucoup niveau basketball français. Je pense qu'on peut comme tous se satisfaire que ce genre d'investisseurs, David Kahn, Eric Schwartz, et puis d'autres aussi, on parlait de Monaco, viennent en France et fassent progresser le sport français. Ouais. Et le côté, c'est leur argent vraiment propre, ça a d'autant plus de valeur. Il faut pas le négliger ça parce que c'est quand même des énormes investissements qui bénéficient au sport français dans leur ensemble. Donc c'est important de le souligner. Et là, pour revenir un petit peu plus sur l'Arena du coup, donc ça c'est clairement la grosse actualité de votre côté, même si d'une certaine manière vous avez eu tellement que vous avez eu la possibilité de prendre la parole de plein de manières différentes. Quelle est l'ambition? En gros, c'est un stade de 8000 places. Au moment à la Carpentier, c'était quoi l'audience moyenne? Alors on avait baissé la capacité maximale à 3009. On était sur une audience moyenne. À la fin, on était un petit peu au-dessus de 3000. 3000. Et c'est quoi l'objectif? À quelle date est-ce que vous espérez avoir une Adidas Arena pleine de manière régulière pour venir voir le match de Paris Basketball? Alors, ce sera dès à présent puisqu'on a été rempli pour l'inauguration. On aura pu même mettre beaucoup plus de personnes dedans. Et là, au final, on va avoir potentiellement, enfin non, pas potentiellement, on s'est qualifié en demi-finale. On va avoir 5 matchs en 15 jours. Donc sur 5 matchs en 15 jours, on sait qu'on pourra pas remplir 8000 personnes, mais ça c'est spécifique au basket. En revanche, il y aura des matchs qui seront pleins, il y aura des matchs où il y aura pas assez de place et il y aura des matchs où on sera un petit peu moins, mais avec une très forte ambiance. Hier, on était 4500. Et donc tout le premier niveau était rempli, une partie du deuxième, et ça poussait très fort. Quand vous voyez les affluences en moyenne sur le basket européen, vous avez très peu de clubs qui remplissent plus de 10 000 spectateurs par match. Ce qui est important, et ça c'est notre objectif, c'est qu'il y ait des matchs qui dépassent, et peut-être qu'à ce moment-là, il faudra trouver une solution éphémère autre que l'Adidas Arena, mais qui est toujours une belle ambiance, un petit chaudron, avec des ambiances différentes, des fois un peu plus familiales, des fois un peu plus sportives, et ça pousse, c'était le cas hier soir, et avec une jauge qui soit minimale autour de 4000 personnes. Voilà. De temps en temps, on descendra peut-être un peu en dessous. Beaucoup de fois, on sera largement au-dessus. Et surtout avec un produit unique qui est intéressant. Cette salle est très très bien faite. Vraiment, je dis pas ça parce qu'on y est, même si je ne dirais pas l'inverse si je pensais ça. Mais elle est très bien faite parce que tous les sièges sont très proches du parquet. C'est vraiment les loges, le salon VIP, le skybar,
tout est en fait tourné vers le spectacle sportif ou concert et le parquet. Et du coup, elle permet vraiment de multiplier ces jauges et d'avoir toujours une ambiance vraiment spécifique et forte. C'était pas forcément le cas à la Halle Carpentier, même si on avait pas mal travaillé dessus. La ville de Paris l'a investi, mais voilà, c'était une grande salle, l'ambiance s'évaporait un peu parfois. L'Accor Arena, c'est un petit peu grand. Là, l'Allianz Arena, c'est parfait pour développer un public fidèle et qui aura envie de venir le week-end, la semaine, pendant les playoffs, avec une fréquence de match que aucun autre sport n'a également. Donc ça, c'est aussi une réalité à prendre en compte de manière opérationnelle. La demi-finale, c'est le 26 mars. On est le 15 mars et là, on a ouvert les ventes hier soir, mais on a la date. Donc, c'est un problème de temps de commercialisation parfois qui fera que le public se déportera sur l'ensemble des matchs. Mais on sera là sur la fin du mois de mars. On a 5 matchs. Donc, il y aura 30 000 personnes au minimum qui viendront voir le Paris Basketball, quoi. C'est colossal. Ce qui est énorme. Ouais, et donc 4 000 personnes, enfin 30 000 personnes au total sur 5 matchs. Donc effectivement, ça fait déjà pas mal de monde. Et qu'est-ce que vous mettez en place justement pour ce côté attirer plus de monde dans un environnement comme celui parisien en termes de entertainment show? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites sur l'ouverture. Quels sont les axes principaux sur lesquels vous bossez en ce moment pour faire en sorte que l'expérience au Paris Basketball soit vraiment différente de l'expérience sportive qu'on pourrait rencontrer ailleurs? Au-delà de la particularité du sport et la popularité du sport, qui est un marché inexploité. Ouais. Non, au Paris Basketball, depuis le début, nous on a développé une nécessité. C'était de se dire que quand on était en Pro B, en deuxième division, et c'est pas un manque de respect pour ces équipes-là, parce que c'est pas lié au niveau de basketball, mais plutôt au nom des équipes. Quand on recevait Saint-Chamond, quand on recevait Évreux, on pouvait pas communiquer sur l'affiche du match parce que forcément ça parle moins quand on est dans à une ville qui a un club de première division de football, de rugby d'élite. Bon. Donc du coup, nous on a toujours développé la notion d'expérience de match, de thème de match, avec finalement des fois un thème, le Nouvel An chinois, l'Africa Game, qui est plus mis en avant encore que la fiche sportive. Parce qu'on part du principe que, et donc là on citait un minima peut-être 30 000 personnes sur les 5 prochains matchs, on aura beaucoup de gens qui ne connaîtront pas forcément le classement sportif, qui viennent voir un match, qui en verront peut-être 3 ou 4 dans l'année, et donc il faut leur proposer une expérience unique à chaque fois. Donc, on a des thèmes de match, on a des animations, des atmosphères qui changent, et qui fait que quand vous allez voir Nancy le 20 mars et Limoges le 23 mars, ce sera pas le même match, ce sera pas la même atmosphère en l'occurrence. Donc ça c'est important. Le basketball permet ça parce que vous avez les temps morts, vous avez les intercartants, vous avez une culture autour de l'animation. Les salles indoor permettent ça, et encore plus la Diaz Arena. Et puis, c'est vrai que c'est la culture du Paris Basketball de se dire, chaque expérience, chaque match va être différent. On fera l'Africa Game contre Cholet le mercredi 24 avril. Bon, en l'occurrence, c'est un match où, comme chaque année, on va mettre en avant le basketball africain et derrière mettre en avant la culture du basketball en Afrique, donc avec des prismes à chaque fois. On a fait un partenariat avec une académie au Sénégal, on a mis en avant la Basketball Africa League, donc voilà, ça dépend un petit peu du prisme qu'on a, mais en tout cas, on va permettre à la fois d'aller toucher un public spécifique qui ne serait pas forcément venu pour un autre match ou qui ne connaîtriez pas sans ce thème de match le Paris Basketball. Et on va vous proposer aussi une expérience qui ne se retrouvera pas. Ceux qui sont venus à l'opening, ils ont vu un feu d'artifice dans la salle. Bon, je pense que c'est une expérience unique et il fallait être là. Mais ceux qui sont venus contre Monaco à l'Accor Arena, ils ont eu un show laser et là aussi c'était une première qu'on a testé et c'était aussi quelque chose de très spécifique avec un défilé de mode. Donc le but c'est que chaque match est unique et on essaye à chaque fois d'embraser aussi la culture basketball dans son ensemble, c'est-à-dire le lifestyle, la musique, la mode, et de proposer des expériences différentes. Canon. Et tu parlais du
du coup affiche, parce qu'effectivement l'équipe d'Évreux qui vient à Paris, malheureusement, avec tout le respect qu'on a pour Évreux, c'est dur de comparer le Paris Basketball contre Évreux vs un événement d'entertainment, que ça soit un comique, que ça soit un concert, etc. Donc la compétition est vachement dure. Dans ce sens-là, donc là vous faites un super parcours en Eurocup. Si vous gagnez l'Eurocup, ça vous donne accès directement à l'Euroleague. L'Euroleague, c'est une compétition pour moi qui est sous-cotée par rapport à l'espèce d'atmosphère incroyable qu'il y a dans certaines salles d'Euroleague et par rapport au niveau de la compétition qui est vraiment de très très haut niveau. Naturellement, l'Euroleague, ça doit être un objectif à long terme pour vous, de pas seulement y participer cette année. Je sais que, enfin, c'est un objectif avoué. L'Euroleague bénéficiera aussi de ça. J'imagine qu'il y a pas mal d'ambition autour de la participation autour de l'Euroleague et de la stabilisation du Paris Basketball dans cette compétition-là aussi. Tout à fait. Nous, on veut jouer le plus haut niveau européen, puisque je pense qu'il y a besoin de ça dans une ville comme Paris, et il y a besoin de ça aussi à l'Allianz Arena. Sur l'Euroleague, nous, on n'est pas focus à court terme. On a toujours construit le club assez rapidement, mais en l'occurrence dans le bon tempo. Donc c'est important de garder ce bon tempo. Bon là, c'est le sportif qui décidera de toute façon, puisque on a la possibilité, si on gagne l'Eurocup, un peu comme au football, de passer dans la compétition supérieure. L'Euroleague, c'est une super compétition sur le plan sportif et elle permet d'accueillir des noms importants. Le Real Madrid, le Bayern Munich, le Fenerbahçe, donc c'est des noms de football, mais aussi des clubs mythiques, le Žalgiris Kaunas, Bologne, la Virtus Bologne, qui y est cette année et qui est le club le plus chaud d'Italie. Donc forcément, dans une ville comme Paris, je pense que le public attend ça. Ils attendent qu'on affronte le Real Madrid ou le FC Barcelone parce que ça parle et ça s'inscrit dans en plus une histoire collective du sport parisien. Après, sur le plan économique, c'est aussi une compétition qui a un coût, qui se développe, qui est aussi en train de beaucoup progresser en termes de niveau sportif, mais donc sur ces aspects-là. Donc, ça fait partie de la réflexion globale. Le Paris Basketball aujourd'hui souhaite pouvoir construire un modèle économique. C'est pour ça que voilà, on fera les choses s'avancent dans le bon tempo, mais c'est pas, au bout du compte, évidemment, le Paris Basketball vise pour la ville de Paris d'apporter le meilleur du basketball européen, et on a déjà un petit peu commencé puisqu'à nouer des contacts, puisque en l'occurrence on a organisé 2 éditions d'un tournoi Paris European Games où on accueillait des équipes Euroleague à la Halle Carpentier, ce qui nous a permis de beaucoup apprendre au niveau logistique et puis également d'avoir des liens avec ces équipes. On a accueilli l'Olympia Milano, le Maccabi Tel Aviv, à la Halle Carpentier, Berlin, l'Asvel. Et c'est vrai que c'était important pour nous de pouvoir proposer des affiches qu'on n'avait pas eues sur la ville de Paris, même en amical, depuis longtemps. Ouais. Donc il y a une ambition, mais il y a la volonté de se développer sans faire une obsession dans cette compétition-là non plus, parce qu'effectivement il y a plein d'enjeux. Et puis être compétitif, et puis voilà, de pas de construire un modèle économique, ça c'est important. Ouais. Très important. Ouais, c'est important pour beaucoup de clubs maintenant aujourd'hui au Euroleague. Mais tu sais quoi, c'est génial de commencer par ça, parce que là on voit le déséquilibre financier dans le marché du football qui a énormément de mal à être résolu pour plein de raisons différentes, mais y compris certaines des problématiques que tu as évoquées, vachement liées à ça aussi. Donc la notion de créer un business avant de créer une équipe, entre guillemets, c'est aussi important pour la pérennité de l'équipe en tant que telle. Est-ce que tu vois, moi c'est ma dernière question, il y a eu le problème avec la LND, donc il y avait un moment difficile là, avec la non-attribution des droits sur le cycle précédent. Maintenant, il y a Squeak, c'est génial. Est-ce que tu sens une volonté de vraiment avancer en commun en prenant le sujet par le bon bout et avec la possibilité de faire grossir le basket français dans son ensemble? Ou est-ce que vous avancez quand même vachement de votre côté en espérant que ça suive à côté, mais en vous focalisant uniquement sur votre feuille de route? Non, nous, Paris Basketball, on a appris à faire les deux. On a appris à avancer sans forcément attendre toujours, parce que voilà, c'était aussi une nécessité à un moment donné sur certains sujets d'avancer, de secouer le cocotier et de créer un peu le changement par la preuve. Tu parlais des Jack Nicholson Seats, mais c'était interdit quand on a monté le club.
Ça existe en NBA, c'était interdit. Donc, on a demandé une dérogation qu'on a obtenue de la fédération, mais ça a été un petit process pour autoriser les gens à être proximité d'un banc. Et c'est bête, hein, mais je les ai prises. Alors, c'est un truc vachement unique, enfin, qui a un certain coût et tout, mais en termes d'expérience, en termes de amener mon fils, être preuve de cette expérience-là, le côté capital sympathique qui est développé et l'expérience globale pour un fan de sport. Moi, mon équipe, c'est le PSG. J'adore aller au Parc des Princes, mais ce que j'ai vécu ce soir-là, c'est vraiment vachement différent. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était Pratt, l'entraîneur, qui avait été exceptionnel dans sa manière de nous faire participer au truc et tout. Donc vraiment, c'était un moment assez spécial. Et putain, je suis dans le sport depuis longtemps. J'ai eu la chance d'assister à pas mal d'événements. C'était vraiment un moment particulier, moi, dans mon expérience de fan. Donc, je tiens à le souligner. Bah, écoute, merci. Effectivement, ouais, c'est unique parce qu'on est quasi sur le banc en l'occurrence. Ça existe en NBA, c'est aussi important parce que quand on a voilà des personnalités, ça peut être des clients et puis ça peut être des personnalités, on les met en avant. Et le match NBA à Paris, bah il y avait Kylian Mbappé à cet endroit-là. Et en plus, on a su, et c'est bien que tu le soulignes, avoir des personnes au sein du club, y compris sur le plan sportif, et donc Jean-Christophe Prat comme coach, qui ont toujours su avoir la vision de concilier justement le développement marketing, c'est important, la fan expérience, et puis le sportif avec un équilibre à trouver. Mais ça, on peut pas y arriver. Les deux doivent être au même niveau, et c'est encore le cas aujourd'hui avec Thomas Isalo qui a su, sait vraiment imposer des nécessités sportives et en même temps sur un autre aspect comprendre parfaitement cet équilibre-là. Et donc on a les Jack Nicholson désormais sur les deux bancs, puisqu'en plus je tiens à le dire, on a une compréhension de plus en plus des autres clubs qui acceptent que ce ne soit pas des supporters de Paris, mais qui est en l'occurrence des personnes sur les Jack Nicholson sur le banc adverse. Je salue notamment l'entraîneur de Saint-Quentin sur l'opening qui a eu Cameron Wauki, voilà, le genre d'équipe de France de rugby à proximité de lui. Marrant. Ah ben, c'est bon à savoir, tu vois, où Milan Barbic ira, je prendrai les places de Jack Nicholson, donc tu peux les mettre de côté pour moi. Donc, pour répondre sur le fait d'avancer de côté, donc nous on a avancé de côté parce que il fallait qu'on démontre par la preuve aussi un certain nombre de choses. Je vois une volonté de la Ligue nationale de basket, des clubs aujourd'hui d'amorcer un nouveau cycle et puis effectivement de construire quelque chose ensemble qui n'a pas forcément été complètement réussi les années précédentes. Je pense qu'on a pris, pour dire les choses de manière très transparente, je vais être franche, on a pris des mauvaises décisions au moment du Covid notamment, quand on a décidé un peu sous le coup de l'émotion et parfois, notamment en première division, en se disant ça va me permettre surtout de ne pas descendre, de reporter un certain nombre de matchs, de décoller et finalement de perdre à ce moment-là temporairement un diffuseur puisque l'équipe passait les matchs, l'équipe est repartie, puisque ce qui s'est passé en fait pour tous ceux qui ne savent pas, c'est que le basket a été le seul sport collectif à s'arrêter, reprendre, s'arrêter. La journée 26 se jouait au mois de mars et après c'était la journée 13 qu'on n'avait pas rejoué. On avait des matchs de la journée 15. Voilà. Bon, donc des fois on avait l'habitude de prendre des décisions en vase clos. Il y a encore un choc culturel, pour dire les choses très clairement, puisque là on réamorce quelque chose de positif, c'est-à-dire avec un diffuseur qui vient acheter des droits, et ça c'est important. À peu près 2,5 millions, je crois, Squeak, à travers l'équipe. C'est pas beaucoup, ça permet pas aujourd'hui au club de toucher, mais enfin bon, on repart. C'était 10 millions, je crois, le cycle RMC, c'est ça? Ouais, c'était 10 millions par an. Ouais. Dans un cadre très précis, c'est que c'est le moment où SFR, à la base, s'est lancé dans le sport, chope ces droits-là, récupère la Ligue des Champions, bon, voilà, avec des effets inflationnistes, mais au même moment, le handball était à 4 millions. Alors c'était 10 millions avec en fait l'équipe de France, donc c'était plutôt 8 pour la. Mais oui, effectivement, c'est important de le souligner. C'était un moment où ils avaient besoin de compléter leur grille. Ils avaient mis un gros prix. C'est sans doute pas la valeur de marché, mais important à contextualiser. Ouais. Je pense pas que la valeur soit zéro non plus, donc je suis très content qu'on ait un diffuseur qui paye. Mais donc voilà, on a un diffuseur qui paye, qui produit les matchs et qui dit voilà ce qu'il me faut désormais comme horaire, parce que moi je peux pas avoir 8 matchs en même temps, voilà où est le public, etc. Et donc là il y a eu un vrai choc culturel pour certains clubs qui ont dit oui mais moi mon enjeu c'est en fait ça me rapporterait
pas grand-chose. Et par contre, moi, ça peut jouer sur l'affluence de la salle. Oui, mais bon, à samedi 18h30, c'est pas idéal pour des commerçants, etc. Ok, mais à un moment donné, il faudra choisir collectivement une direction. Et donc, je pense aussi que tout le monde sera pas forcément satisfait, mais s'il faudra faire un choix entre, mais il est déjà fait en partie, hein, entre le développement, mais pas à n'importe quel prix, hein, mais de la renommée nationale du basket français, et je dis bien du basket français, pas du basketball, et de la LNB, et puis des situations locales très positives, puisque vous avez un taux de remplissage des salles de basket à 98, 95%, mais dans des salles qui sont pas toutes à l'affluence qu'on aimerait en termes de sièges. Et puis du coup avec des fois des pratiques qui contreviennent au développement national. Voilà, donc il faut que le diffuseur puisse choisir ses horaires. Ce sera de plus en plus le cas. Par contre, il faut que ce soit fait de manière intelligente. Le mardi 18h30, ça n'existe plus, mais ça a été le cas au début de saison. Voilà, des choses comme ça. Bon, il faut qu'on arrive à réfléchir collectivement entre clubs et de plus être surtout dans les spécificités locales. Après, voilà, c'est facile à dire quand vous êtes dans un club qui joue en entente. Quand concrètement vous gagnez rien tout de suite des partenariats nationaux parce que on est déjà sur une situation de récupérer un certain nombre de revenus pour la ligue avant de le redistribuer au club, même si je souhaite qu'on redistribue au club assez vite, vous avez des situations un peu compliquées, quoi. Un autre exemple un peu typique, bon, il y a un événement qui marche très bien, qui a un success story depuis 20 ans, c'est le All-Star Game. Bon, moi je suis toujours un peu surpris, ça arrive rarement, mais quand on propose des fois la suppression du All-Star Game parce que ça fait gagner une date au calendrier et que c'est vrai que ça a un impact peut-être limité dans notre territoire de basket, mais je pense que pour l'ensemble, ça vaut vraiment le coup et c'était bien qu'en plus cette année, ils redeviennent en clair sur l'équipe. Top, super intéressant tout ça. On arrive au bout de l'enregistrement. On aime bien poser une question à nos invités, tout simplement, d'avoir des petites recommandations sur des reportages, films, livres qu'ils ont vus récemment qui pourraient suggérer à notre communauté, que ça soit en lien avec le sport ou pas. Est-ce que tu en aurais, toi? Oui, bien sûr. J'en aurais. Alors, je vais partir sur une série. Moi, je regarde beaucoup des séries de sport, mais je pense que c'est comme en politique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de contenus qui ont pas beaucoup d'intérêt. Quand c'est du publipostage, quand c'est fait trop en accord avec le club ou avec le sportif ou avec l'homme politique, et en fait c'est plus de la communication. Mais ce que j'aime, c'est quand on voit vraiment les coulisses et y compris les mauvais moments que j'essaie de partager là. Et donc il y en a une, voilà, moi qui m'avait marqué, c'était forcément sur Sunderland, la série Netflix, parce que je voyais un peu un lien, notamment la deuxième saison avec les nouveaux actionnaires qui viennent un peu créer un modèle économique. Vous avez effectivement le sportif et les bureaux, et donc forcément ça m'intéresse. Et puis aussi cette notion qu'on est quand même pas grand-chose tous, c'est-à-dire que quel est notre impact nous dans le succès sportif. Bon là en l'occurrence en Paris Basketball ça se passe très bien pour le moment. Sunderland, ce qui est assez fascinant, c'est qu'ils arrivent à filmer une équipe qui vient de descendre et qui vise la remontée, et en fait pour plein de choses, en fait, ils se retrouvent à filmer une équipe qui va descendre. Et donc, c'est à la fois, c'est passionnant, mais parce que justement, c'est sans filtre et qu'on voit aussi, on voit aussi les bons moments. Bon, là, on voit beaucoup les mauvais moments. Ouais. Mais derrière, on voit aussi l'impact sur le territoire, parce qu'on voit les fans, on voit que c'est important hein, pour la vie des salariés, la vie des gens qui vivent à Sunderland. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on essaie de construire à Paris, c'est cet impact territorial où on voit que on apporte quelque chose. Alors on a moins de fans hardcore que d'autres clubs parce qu'on n'a pas l'historique, mais voilà, il y a cette fierté du basketball qui brille à Paris et de gens qui vont se dire mais on a enfin notre club qui nous correspond. Voilà, je le sens de plus en plus à DS Arena. Je le voyais la fierté hier, et ça vaut toutes les heures de travail, tous les risques. Donc voilà, peut-être bientôt une série sur le Paris Basketball. Ouais, non, mais tu boucles la boucle sur le fait de ce que je disais en entrée. Pour moi, tu es un des postes les plus excitants en ce moment sur ce développement-là. Et l'autre chose qu'on a me poser, c'est qui tu recommanderais comme invité pour notre podcast?
Oui, c'est vrai. J'ai vu cette question et du coup, je veux pas dire que je suis pris de court, mais c'est vrai que j'avais réfléchi en recherchant un peu la question. Moi, il y a un projet et je vais leur rendre hommage qui me plaît beaucoup, mais qui est différent du nôtre. C'est notre concurrent, pour le coup, vraiment concurrent sportif, Bourg-en-Bresse. Voilà, je trouve inspirant ce qu'ils ont fait. C'est complètement différent de nous parce que c'est pas du tout le même marché. Mais ils ont su créer aussi sur le plan économique quelque chose qui marche avec une adhésion populaire à Bourg-en-Bresse et aussi un environnement économique autour de la salle puisqu'ils ont une salle de loisirs associée à la salle de basket qui est intéressant. Ils ont un souci de remplissage. Eux, ils sont en train de développer les revenus par les activités annexes. Je trouve que c'est intéressant parce que voilà, c'est un club qui travaille bien, qui est bien structuré et avec avec des réponses différentes du Paris Basketball parce qu'un territoire différent. Mais aujourd'hui, ça fait deux clubs qui sont à égalité en championnat, qui sont en demi-finale de Coupe d'Europe et qui quelque part s'apportent aussi mutuellement. Donc je vais rendre hommage à Bourg-en-Bresse. Donc je te dirais Fabrice Paclet, qui est mon homologue à Bourg et qui fait un travail remarquable avec tout le club, avec le président Julien Desbottes depuis beaucoup plus longtemps que moi et bravo à lui parce que je sais à quel point 6 ans ça doit être excitant, D'accord. c'est fatigant, il est depuis plus longtemps que moi, voilà. Ouais. Ah, mais j'adore parce que le côté pouvoir parler à des personnes qui ont adopté un modèle dans un territoire qui est probablement plus proche du leur, parce que Paris reste une exception en termes d'agglomération, etc. Donc c'est super intéressant et je serais super curieux de contacter Fabrice dans ce sens-là. Mathias, merci beaucoup. À la fois personnellement, moi, comme je te l'ai dit, je suis le développement du Paris Basket, mais c'était super intéressant d'avoir tes insights de manière super transparente. Donc vraiment un grand merci pour ton temps. Bah merci. Voilà, j'espère en tout cas avoir aussi franchement que possible un peu donné un insight de ce que c'est travailler au club et voilà, en tout cas c'est vraiment, même si c'était un podcast là que j'ai fait, un travail collectif et avec toute la communauté. Donc voilà, c'est merci à tous ceux qui viennent voir les matchs et vont continuer parce que je pense qu'on va grandir ensemble et qu'il y a là une fin de saison très très excitante. Donc voilà, très content d'avoir pu partager ce qu'a été le parcours du Paris Basketball et pour ce qui va devenir, voilà, ça appartient à tout le monde là maintenant. Eh ben, génial. Merci beaucoup, Mathias. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez apprécié l'épisode, d'en parler autour de vous, de le repartager ou de mettre des petites notes sur les différentes plateformes d'écoute. À très vite. Merci. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.